Les experts atlantiques, avec Faisal Tadlaoui. Moins de 4000 juges dans tout le Maroc, des centaines de milliers de dossiers qui sont en attente, des tribunaux engorgés, une justice lente. Une société pour une transition démocratique a besoin d'une justice forte et équitable. Il est 10h10. Vous écoutez Atlantique, on parle de la réforme de la justice, on passe dans les coulisses de la justice aujourd'hui. Voici vos experts. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi dans les experts jusqu'à midi. Vous le savez, le vendredi, c'est le spécial droit du citoyen dans les experts. Et un des droits fondamentaux des citoyens, comme on le dit tous les vendredis, c'est la justice. On en parle souvent dans cette émission parce que finalement, toute la semaine dans les experts, on est enrobé par la justice finalement, parce que on en parle avec Maître Hannibal, avec nos notaires, avec nos conservateurs, avec nos huissiers, avec tous nos experts qui sont avec nous finalement. Lorsqu'on n'arrive pas à régler vos problèmes, on doit aller devant la justice. On vous éclaire sur le côté juridique de vos dossiers. Mais si une fois qu'on arrive dans les tribunaux, ça se règle pas, ça c'est quand même assez embêtant pour nous. Finalement. Allez, juste, la justice, faut que ça se règle juste pour nous, au moins pour les experts. Après, on verra après. 10h11, aujourd'hui, vous nous appelez comme d'habitude. 05 22 95 36 70 ou 80. Vous réagissez sur la page Facebook des experts. Vous pouvez également envoyer un SMS au 50 52. Il vous en coûtera 6 dirhams TTC. Ou vous pouvez remplir le petit formulaire sur le www.atlanticradio.fr. Emma, je suis très content aujourd'hui d'avoir sur le plateau un représentant, et non des moindres, du ministère de la Justice et des Libertés, Monsieur Abdelrafé Arouhen. Comment ça va ? Très bien. Vous allez bien, bienvenue. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors vous êtes magistrat et vous êtes directeur des ressources humaines du ministère de la Justice et des Libertés. Là, on a beaucoup de questions à vous poser, parce que là, finalement, vous gérez les gens. On va pouvoir rentrer à l'intérieur, finalement. C'est ce qu'on cherche à chaque fois, de voir comment ça fonctionne, à quoi vous êtes confrontés au sein du ministère de la Justice et des Libertés. Il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce ministère dans notre pays, mais on va essayer aussi de donner les clés aux auditeurs aujourd'hui pour essayer de comprendre avec quoi vous fonctionnez, avec quel type d'effectifs vous fonctionnez, avec quel type de compétences vous fonctionnez et quels sont finalement les besoins de la justice pour qu'une réforme se passe de la bonne manière. Avec nous, et tout ça, je parle sous contrôle d'huissier. Je rigole pas. Parce que Abdelmoula Mahrek, notre huissier de justice maison, est là avec nous. Comment ça va ? Merci, ça va, alhamdoulilah. Bon, du moment que je vous vois arriver et que vous avez rien entre les mains pour moi, ça va. Alhamdoulilah. Bientôt, non, mais bientôt c'est moi qui vais vous donner quelque chose, vous inquiétez pas. Oui, volontiers. De toute façon, on l'a dit à l'antenne la dernière fois. Maître Hannibal. Oui, ça va faire du travail. Ah oui, ça va vous faire. Ah ouais, vous avez beaucoup de boulot là, avec tous les dossiers qu'on reçoit. Ça va vous enfermer. Et Maître Hannibal, que je ne présente plus, qui est avec nous aujourd'hui. Puisqu'on parle de justice, on va pouvoir... on n'a pas tous les corps de métier, mais on va pouvoir au moins en parler. On a un huissier, avocat, magistrat et un représentant du ministère de la Justice et des Libertés. Alors, vous avez vu dans mon introduction, on va peut-être commencer par dresser un tableau. J'ai dressé un tableau un peu pessimiste, mais il est réel. On va parler du factuel et après nous on vous fera réagir par rapport à nous ce qu'on rencontre. Vous le savez, les experts, c'est une émission qui se veut citoyenne où on reçoit des centaines et des centaines de dossiers qui doivent finir soit devant la justice, soit les gens n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas envie de se pourrir la vie, on le dit sincèrement, pendant des années en se disant qu'ils n'ont pas confiance, etc. Alors avant ça, j'ai dressé un tableau juste en quelques chiffres, moins de 4000 magistrats, des centaines de milliers de dossiers qui sont en instance. Est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que la justice a suffisamment de gens et a enclenché, vous êtes à la direction des ressources humaines, un plan d'enrichissement, de renforcement des ressources au niveau du ministère ? Écoutez, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir conviés, de nous avoir donné cette occasion pour représenter le ministère. Essayer de vous donner quelques informations qui peuvent être utiles pour vous et pour les gens qui écoutent Atlantique. Tout d'abord, je voudrais rectifier un tout petit peu le chiffre. Oui. On n'est pas à moins de 4000. On est à combien maintenant ? On est à 4045 exactement. D'accord, donc on a dépassé les 4000. Dont 945 magistrates. D'accord. Ce qui fait, on respecte, on essaie d'aller vers le genre et essayer de faire. Donc on est à 25% de femmes quasiment ? Exactement.
25%, ce qui est quand même quelque chose de très important par rapport au début de l'indépendance. D'accord. Et on va essayer encore d'améliorer ce chiffre. Non, mais c'est un chiffre important. Alors, pour ce qui est des effectifs, on a aussi à peu près 15 000 fonctionnaires, de gens confondus. Donc ça, c'est que dans le fonctionnement administratif de la justice, tout confondu, les greffiers, tous les grades, parce que vous savez, il y a beaucoup de grades dans l'administration publique, et ça se reflète aussi sur la justice. Ce que je peux vous dire, c'est que ces chiffres-là, pour nous, et d'après les études qui ont été faites, sont assez suffisants. Ah, c'est suffisant. Nous sommes dans les normes internationales. Alors, c'est-à-dire quoi? Il y a un ratio, comme ce qu'on a un ratio pour les médecins de l'OMS par rapport à un nombre un médecin pour tant d'habitants. Là, on a un juge pour combien d'habitants à peu près? Grosso modo, mais je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que les études qui ont été faites prouvent que nous ne sommes pas loin des ratios qui sont en Europe et qui sont dans des pays assez développés par rapport à nous. Et même on est un peu en avance par rapport à certains pays qui sont du même niveau que le Maroc. Le problème n'est pas dans le nombre, le problème est dans la qualité. Et donc là, nous travaillons énormément pour que nous essayons de renforcer les capacités de nos magistrats et de nos greffiers par une formation adéquate. Donc on aura peut-être l'occasion de parler de tous les systèmes de la formation qui va être refait et qui va être refait de front en comble pour que l'on puisse quand même améliorer cette qualité. C'est là où nous allons travailler. Parce qu'on peut recruter tant qu'on veut, on peut augmenter ou doubler par 2 le nombre. S'il n'y a pas un travail sur les capacités, que ce soit au niveau connaissance, que ce soit au niveau technicité, que ce soit au niveau comportemental, on restera toujours dans ce cercle vicieux. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Jusqu'à midi, aujourd'hui, le spécial réforme de la justice. On passe aussi dans les coulisses de la justice pour vous expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur, ce ministère qui fait peur à beaucoup de gens. Vous savez, hein, quand on dit vous devez aller au tribunal, que vous recevez un huissier, aussi gentil soit-il, hein, si souriant soit-il, comme c'est on a toujours cette appréhension de se dire mais comment, à quelle sauce je vais être mangé. On arrive devant les tribunaux et on a vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller dans des tribunaux, d'aller devant. Alors, on se rend compte que la relation avec le tribunal commence dès le trottoir, même avant. Hein. Alors, si vous prenez un taxi, même le taxi vous dit vous avez quelque chose à faire au tribunal, quelque chose, problème, etc. Bon, bref, ça, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Alors, moi, je veux juste vous faire réagir, Maître Anibar, par rapport à ce que nous a dit Serouhan. Nous dit c'est pas finalement la quantité de juges, on pourra augmenter la quantité de juges tant qu'on veut, s'il n'y a pas la qualité, les compétences derrière. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment de juges? Parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'engorgement. On avait reçu plusieurs fois des magistrats sur ce plateau qui nous disaient que il y avait quand même, ils avaient près des fois de 120 dossiers par jour à traiter. C'est quand même assez énorme. Donc quand vous me dites qu'il n'y a pas assez de juges, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut quand même, il y a trop de dossiers? Est-ce que il y a peut-être des dossiers qui ne devraient pas arriver en justice, qui devraient être arbitrés? Votre avis? Oui. Il se regarde. Non, le problème, moi je pense, c'est pas le problème de suffisance ou d'insuffisance, c'est la nature des dossiers. Oui. Parce que ce sont les dossiers qui nécessitent une certaine concentration pour un juge. Oui, un juge qui a 100 dossiers à traiter. Moi, ça me fait peur. J'entends ce chiffre-là, je me dis, mais si je suis dedans, mais comment on va traiter mon dossier? Oui, justement. Est-ce qu'il y a assez de dossiers pour chaque juge? Je présume que le ministère a fait les calculs nécessaires pour dire oui, finalement, il y a une suffisance. Mais la suffisance est le mesurable à travers le temps consacré à chaque dossier afin d'obtenir un bon produit judiciaire. Comment juger correctement une affaire? Mais un juge qui a 100 dossiers à juger, sachant qu'il doit se concentrer sur 10 qui ont une certaine importance, une certaine technicité, puis le restant des dossiers sont des dossiers, je dirais, assez simples, mais ils peuvent empiéter sur la concentration parce que l'idée de se débarrasser, passez-moi l'expression, de ce volume de dossiers pour se consacrer à d'autres, c'est ça le problème. Donc c'est la nature du dossier. Est-ce qu'ils ont assez de temps pour consacrer l'attention à chaque dossier? Alors, techniquement, les dossiers, comme vous dites, j'imagine qu'il y a un pourcentage de dossiers qui sont réglés déjà sur la forme,
Hein, il peut y avoir des dossiers qui sont rejetés parce qu'il n'y a pas eu dans la Avant forme, d'arriver ça à n'a la pas fin. été fait, voilà, etc. Donc il doit y avoir un pourcentage de ça. Puis après, il y a les dossiers qui sont traités sur le fond. Mais quand j'entends ce chiffre-là quotidien, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que ça n'a pas dû bouger énormément depuis qu'on a fait l'émission il y a près de 6 mois. Comment on peut garantir une justice équitable dans les dossiers? Et là, je parle vraiment de la justice ordinaire. Des dossiers où on n'est pas, je parle pas de là où on risque sa vie, on risque de finir en prison. Allez, on va parler de la justice ordinaire tous les jours de gens qui, c'est soit au civil, soit des amendes, soit bref alors, comment on règle ça? Bah, écoutez, je suis d'accord, je ne vais pas discuter le chiffre ou le ratio de dossiers par magistrat, mais je crois que la problématique est plus complexe que ça. Parce que le temps nécessité pour juger ne dépend pas que du magistrat. Il dépend beaucoup d'autres intervenants. Alors il y a qui justement, voilà. Expliquez-nous déjà, secrétariat de greffe, par exemple. Les greffes, on a les huissiers qui sont en face, on a les experts, on a beaucoup de dossiers. Et puis il y a aussi des problèmes de procédure. Parce que la procédure civile ou la procédure pénale telle qu'elle est appliquée actuellement au Maroc, il a été fait pour un contexte spécifique au début de l'indépendance. Maintenant, les choses ont changé et l'évolution du personnel de la justice a évolué. Si on veut juger maintenant de la situation, on va trouver que, par exemple, les greffes continuent à faire un travail d'exécution comme il a été fait au début. Alors que le niveau scolaire, le niveau universitaire a évolué. On a pratiquement 63% de cadres greffiers qui ont plus d'une licence. Alors, et ils sont pas exploités pour aider le magistrat. Alors expliquez-nous. Vous nous dites qu'un greffier aujourd'hui fonctionne sur, on va dire, avec un vieux logiciel. C'est bien ça. C'est quoi son rôle? Voilà, je vous donne juste un petit exemple pour être concret, terre à terre. Oui. Par exemple, un magistrat, c'est lui qui va décider que ce dossier doit être ajourné pour 3 mois parce que la citation à paraître n'a pas été notifiée. On va attendre 3 mois et on peut revenir avec le même résultat que la deuxième citation n'a pas été notifiée. Alors qu'on pouvait très bien charger le greffier de faire toutes les tentatives pendant les 3 mois pour que le dossier soit prêt. Donc on retarde, on ajourne les dossiers pour des décisions qui peuvent être prises dans le cadre d'une délégation ou de la refonte du Code de procédure civile pour essayer d'améliorer la durée. Parce qu'il ne faut pas oublier, la nouvelle Constitution, il nous a apporté quelque chose de très très important. Il nous a responsabilisés. Le citoyen maintenant a droit à un jugement dans une durée raisonnable. Sinon, on touche à un droit essentiel des droits de l'homme, comme c'est fait pour la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la justice est obligée maintenant de revoir tout le système de manière à ce que tous les intervenants réduisent un peu la perte de temps qui existe. Donc le problème, ce n'est pas seulement ratio de dossiers par magistrat, mais c'est ce qu'on est. Il y a des entraves. Alors justement, voilà, parce qu'on va profiter du fait que vous soyez là pour. On sait qu'il y a des problèmes. On va essayer de voir et de comprendre pourquoi. Je vais vous demander comme vous avez dit, de rester terre à terre, parce qu'on est loin des discours politiciens ici. On n'est pas en train de faire un débat politique. Même si on peut considérer qu'on a une émission politique puisqu'on fait du terrain. Donc le fait est qu'aujourd'hui, on va essayer de voir où est-ce que ça coince. Et là, vous êtes en train de me dire, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que vous, en tant que directeur des ressources humaines, vous devez être confronté à une population qui finalement, vous, dans votre schéma, vous devez vous dire, mais on pourrait fonctionner avec tous ces gens-là s'ils étaient bien réaffectés et s'ils avaient, si on pouvait les utiliser à faire autre chose. Bien utilisé. Les greffiers, je reviens sur les greffiers. Vous nous dites les greffiers, aujourd'hui, ils fonctionnent sur un ancien logiciel, c'est-à-dire sur une ancienne législation, sur un ancien code. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les compétences qu'on demande pour être greffier, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Quels sont leurs rôles? Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Le rôle... Aujourd'hui, le greffier, qu'est-ce qu'il fait? Le greffier, il fait de l'exécution. Il y a bien sûr un certain nombre d'eux qui sont des greffiers en chef, qui sont, disons, dans un niveau intermédiaire de prise de décision. Mais la prise de décision dans les dossiers de justice, le greffier n'y participe pas. Il est, par exemple, greffier
à l'audience et enregistre tout ce qui se passe. C'est une noble tâche. Et indispensable. Et c'est lui qui certifie que ce qui se passe dans l'audience est bien, a été dit. Mais il y a plein d'autres tâches qui sont des tâches très, très ordinaires. C'est le registre, c'est le dossier. Et le problème auquel nous devons faire face, c'est que les gens qui font ça, peu importe leur grade, peu importe leur diplôme, on a maintenant des docteurs qui S-droit qui font des tâches d'exécution. On a des commissaires judiciaires en cadre ils font le même travail que le greffier de chez Louis et de chez Neuf. Donc on doit revoir tout ça de manière à ce que l'on tire le meilleur profit de ces gens-là. Et bien sûr, tout ça passera, on reviendra par l'informatisation, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de réduire aussi le temps, que ce soit pour les magistrats, que ce soit pour les greffiers. Personnellement, je définis le secrétariat de greffe. C'est Abdelmoula. Qu'est-ce que j'ai dit? Abdelmoula. Parce que je lisais un article tout à l'heure sur M. Benkelen, donc je vais rester. Voilà devenu Abdelmoula. Très bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Par rapport à ce que vient de dire M. Rouihan, moi je considère le secrétariat de greffe comme étant la machine ouvrière indispensable et primordiale pour réaliser et exécuter toutes les tâches administratives et procédurales, et d'autant l'archive aussi, tout ce qui concerne la documentation dans les tribunaux, recevoir, je ne dirais pas la clientèle, je dirais les demandeurs, les justiciables, voilà, tous les citoyens, et les orienter, tout le travail que nécessite, toute la chaîne ouvrière, normalement, jusqu'à la fin, jusqu'à préparer ces dossiers-là pour les juges, pour les audiences. Posez vos questions 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Et avec aujourd'hui jusqu'à midi, Abdelrafi Rouihan, directeur des ressources humaines au ministère de la Justice et des Libertés, qui est en plus magistrat, Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, et Abdelmoula Mherek, pas Abdelila. Je suis désolé, je vous l'ai dit. Mais bon, en même temps. Ça y est, pas grave, Du tout. Ça aurait pu être pire. Vous êtes huissier de justice. Vous nous appelez au 05 22 95 36 70 ou 80, ou vous réagissez sur la page Facebook des experts pour nous poser toutes vos questions. Alors on a beaucoup de questions à vous poser pour qu'on essaie de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de la justice. Je vais juste, si vous permettez, vous avez un espèce de fascicule qui est la charte de la réforme du système judiciaire, et je vais juste lire les 10 points très rapidement de finalement dans cette réforme de la justice, qu'est-ce qui est sur les réflexions et les pistes finalement de travail qui sont posées. On va dire qu'elles sont logiques et de bon sens, mais c'est important quand même de les souligner que rien n'a été oublié. Donc, l'organisation et l'efficience judiciaire et la facilitation de l'accès au droit à la justice. On va dire ça, c'est un peu le chapeau de tout ça. La mise à niveau des professions judiciaires, ça c'est important. La mise à niveau des ressources humaines. Alors là, vous êtes impliqués. La moralisation du système judiciaire. Alors là, moi, il faudrait le sortir, ce point 4. Il faudrait qu'il fasse l'objet d'une charte à lui tout seul. Mais voilà. Le développement de la justice pénale et le renforcement des garanties du procès équitable. L'indépendance du pouvoir judiciaire, ça aussi, c'est un gros volet qu'il faut enlever. La gouvernance, la modernisation, comme vous disiez, vous parlez d'informatisation tout à l'heure, la modernisation est extrêmement importante. La mise à niveau de la justice des affaires, on parlait du climat des affaires cette semaine, c'est extrêmement important. La mise à niveau de la justice de la famille, donc la Moudawana, et la justice et les médias, et ça nous concerne. Donc finalement, on est en train de s'attaquer à tout. C'est une refonte en gros, là, en détail, de tout ce qui est en train tout ce qui fonctionne mal au niveau de la justice. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent mal. Je vais, comme d'habitude, j'essaie tout le temps d'être optimiste. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous sentez, et là, sans langue de bois, voilà. Je suis là pour ça. Oui, non, mais voilà. Est-ce que vous sentez des pistes, des compartiments où il peut y avoir réellement
des progrès. On va parler de la corruption tout à l'heure parce que il faut qu'on en parle et de toute façon maintenant aujourd'hui le débat est posé publiquement. Sa Majesté a aussi posé la chose de manière extrêmement claire. On est dans un pays aujourd'hui, on a le mérite de mettre maintenant le doigt là où ça fait mal et on le sait. Est-ce qu'il y a vraiment des compartiments au niveau de la justice où on peut espérer qu'il y ait des améliorations effectives, sensibles et pas rapidement mais au moins à court et moyen terme? Ma réponse est affirmative. Je peux vous dire que, si vous permettez, déjà, ce que vous avez lu, c'est les thèmes sur lesquels on a travaillé sur 18 mois. Et pas tout seul, avec tous les partenaires, avec tous les acteurs impliqués dans la justice. C'est la première fois qu'on adopte une méthodologie qui va permettre à tout le monde de participer pour que tout le monde soit impliqué dans l'application. Donc c'est déjà pas mal par rapport à ce que c'est fait par le passé. Pour ce qui est des pistes sur lesquelles on peut espérer des résultats le plus tôt possible, je peux vous dire qu'on travaille pour. Si on prend par exemple l'indépendance de la justice, nous sommes en train de concrétiser tous les principes constitutionnels de l'indépendance de la justice, y compris l'élaboration de 2 lois organiques qui vont permettre la séparation totale entre le Conseil supérieur de l'autorité judiciaire et le ministère de la Justice. Même le parquet va être sous l'ordre du parquet du procureur général à la Cour de cassation. Le ministre de la Justice, bientôt, quand on aura fini avec ces lois et qu'on les aura promulguées, et ça va être pour bientôt parce qu'ils sont au secrétariat général du gouvernement, on va avoir un Conseil supérieur de l'autorité judiciaire. On va avoir une institution qui s'occupe du parquet. Vous savez, l'intervention du parquet dans les affaires et comme étant un outil à la main du pouvoir exécutif et toutes les critiques qui ont été faites. Mais enfin, ça, c'est un problème que même toutes les démocraties ont et qu'elles ont réussi à régler d'une manière ou d'une autre. Hein. Nous aussi, on est en passe de les régler. Et donc, le ministre de la Justice... Vraiment ? Vraiment. Mais on ne peut pas y échapper. C'est quelque chose... On n'a pas été obligé de le faire. C'est la Constitution et le ministre actuel a travaillé d'arrache-pied pour que ces choses-là soient concrétisées le plus tôt possible. C'est pas seulement des promesses en l'air. Les lois organiques sont déjà à un niveau très avancé pour leur promulgation. Donc, ils peuvent sortir d'ici la fin de l'année. Et... à ce moment-là, on va commencer à voir autre chose. Parce que ce qui est important dans l'indépendance de la justice, c'est la nouvelle constitution de ce Conseil. Maintenant, on va avoir à peu près 8 à 9 personnes étrangères au cours de la justice et qui sont des personnalités éminentes, qui représentent le Conseil national des droits de l'homme, qui conseille le Conseil des oulémas, le médiateur. Donc, il va y avoir un équilibre au niveau de ce Conseil et je ne pense pas que l'on puisse mettre en cause la probité et le travail qu'ils vont faire pour l'indépendance. On est en train de changer le statut de la magistrature. Donc, il y a un travail qui est fait. On commence petit à petit, parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de cumul. Mais en contrepartie, nous avons la volonté de changer. Ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est des actes. Il y a des difficultés, il y a des résistances. C'est connu. À l'intérieur doivent être... À l'intérieur et à l'extérieur. Alors, j'ai une question qui est logique et qui revient à chaque fois qu'on parle de la justice. Enfin, la dernière fois, on ne l'avait pas eu, mais j'ai Omar sur Facebook qui nous pose la question, qui juge les juges ? Voilà. Bah oui, on a été déjà posé cette question. Ah ben oui, on la repose et puis maintenant que j'ai le ministère de la Justice, c'est ce que j'étais en train de dire. Les juges sont jugés par un Conseil supérieur de la magistrature actuellement, qui va devenir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire bientôt. Cette justice du juge, pourquoi il est différent des autres justices ? Parce que quand même, pour éviter que le pouvoir exécutif puisse obliger le magistrat ou avoir une pression sur lui, il doit y avoir une instance indépendante qui va voir. Et il y a une procédure, et vous le savez très bien, le dernier conseil de la magistrature a sanctionné un certain nombre de magistrats, et ça a été publié, et à chaque fois qu'il y a des preuves assez probantes et qu'il y a des affaires... Des sanctions proportionnées ? Oui. À proportionner à quoi ? Par rapport à la gravité du fait. Ben oui, quand on met fin à la... Un juge n'est pas injusticiable comme un autre, ou alors il est traité comme un citoyen comme un autre ? Il est un citoyen comme un autre. Avec sa spécificité. Mais il ne peut pas être jugé comme
un citoyen par la même instance. On ne peut pas le mettre devant. Oui. Il y a des cas où on peut le mettre, il n'y a pas de problème. Mais il faut que c'est décidé par le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que ça, c'est juste pour éviter, comme j'ai dit, c'est un problème de séparation de pouvoir. On ne peut pas donner au pouvoir exécutif un moyen pour mettre pression. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé. Tout le monde a remis en cause l'ancien système en disant non, il n'y avait pas assez de contre-pouvoir. Alors, question, le juge fait partie de ces citoyens qui ont, on va dire, un aura particulier, qui ont une position particulière, ils rendent la justice. Donc, est-ce que... quand il y a une faute avérée dans le cadre de son travail, il va être jugé d'une certaine manière. Est-ce qu'un juge, dans le cadre d'une procédure au civil, j'en sais rien, n'importe quel autre qui soit de droit commun, est-ce qu'il va être traité de la même manière? Est-ce qu'on considère le juge comme, parce qu'un juge doit faire, entre guillemets, doit être l'exemple de probité, de sérieux, bref, c'est un peu comme les notaires, c'est pareil, ils sont investis d'une mission. Est-ce que par ailleurs, en dehors d'une affaire qui touche à son métier, est-ce qu'il va être jugé de la même manière? C'est-à-dire quand il a un différent civil. Oui, un différent. Mais il y a toute une procédure qui est définie par le Code de procédure civile. Le magistrat ne peut pas aller devant un tribunal relevant de la cour d'appel dans laquelle il travaille. Oui, il doit... on va dire heureusement. Oui, on ne va pas créer un tribunal que pour les magistrats. Oui. Alors, on demande à la Cour de cassation, le tribunal, la Cour supérieure d'avant, de définir quel est le tribunal compétent pour que l'on juge l'affaire. Mais je peux vous dire qu'à travers ma longue vie dans la justice qui est de 35 ans, j'ai vu des magistrats perdre des dossiers en civil sans aucun problème. Mais il y a quand même des lois qui sont appliquées dans ce pays. Donc, Alors, on a Ali sur Facebook qui nous dit ça. Alors, il pose le problème des notifications qui arrivent jamais. Et puis, vous en parliez tout à l'heure. Alors, Ali nous dit, début 2012, j'ai déposé une plainte pour menaces, insultes, etc. Bon, il parle pas du fond du dossier, mais plutôt de la forme. Monsieur le procureur a retenu ma plainte. Le premier jugement devait avoir lieu en juin 2013. L'accusé n'a pas pu être notifié, donc cela a été reporté en septembre, puis en décembre. Il a fallu repayer un huissier pour notifier cette personne. En mars, nouveau jugement, mais comme la deuxième personne accusée n'avait pas été notifiée et qu'il y avait un nouveau juge, cela a été reporté début mai. En mai, la deuxième personne travaillant à Casa n'a toujours pas été notifiée, donc le juge souhaitant juger les deux personnes en même temps, il a reporté le jugement fin juin 2014. Bilan, 2 ans et demi de procédure, 1 an de report, toujours rien. Et il a fallu payer un huissier, des taxes judiciaires pour demander des dommages et intérêts. Je crois en la justice, mais ce dossier clair et étoffé de faits avérés n'est toujours pas réglé. Voilà. Alors ces problèmes de notification, on en parle extrêmement souvent et ça fait traîner des dossiers. Est-ce que là, on parle d'un point très concret et que nous on vit dans les experts tous les jours sur des là on est sur menaces et insultes, mais nous on est souvent sur des cas tout simplement au civil, quelqu'un qui a pas payé son loyer, qui les promoteurs immobiliers, etc. Et on n'arrive pas à les notifier. Alors, est-ce que ça, c'est discuté? Alors, je me tourne vers l'huissier, parce que ça, c'est un problème, ça. Je confirme que la grande problématique de la notification, d'ailleurs, c'est la cause de l'entassement des dossiers. On en parlait tout à l'heure des juges qui entraient avec 200 et avec 120 dossiers. Oui. C'est la grande problématique. La notification. Donc, c'est-à-dire, dans ces 120 dossiers, il va sûrement y en avoir bien sûr, la moitié. Les dossiers que le juge ou bien la cour va ajourner pour faute pour faute de défaut, de non-notification. Ce dossier-là n'a pas pu être notifié pour une cause, pour une quelconque cause. L'huissier de justice, il est là pour notifier. Il n'est pas là pour ne pas notifier, justement. Oui. Si c'est possible de notifier, il notifie. S'il y a une entrave, si la personne est absente, s'il est en voyage, s'il est hors des limites de la circonscription là où il évolue, c'est pratiquement impossible de notifier. Donc ça va être transmis par délégation pour une autre compétence, celle de Barchid, celle de Stade ou Marrakech. Donc la grande problématique et responsable de l'entassement des dossiers, c'est la notification. Et justement, on n'a pas la baguette magique pour trancher. Ça va rester un grand problème. Heureusement, ces derniers jours, il y avait cette modification. Un avis de passage peut faire l'objet.
C'est-à-dire que si la personne n'est pas sans domicile, on laisse un avis de passage, comme quoi l'huissier de justice, il est passé, il a laissé un avis de passage. Et ça compte comme notification. Heureusement. C'est un début de solution. Oui. Mais nous, au ministère de la Justice, on est très conscient que la problématique principale, c'est la notification, la signification. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. On a essayé de régler ce problème justement par la création du métier d'huissier qui n'existait pas dans les années 80. Maintenant, on ne va pas réinventer la roue. On voit ce qui se passe dans d'autres pays pour essayer d'en profiter. On travaille étroitement avec la CEPEJ, qui est la Commission européenne de l'efficacité de la justice. Et les huissiers font partie de ce programme. On pense, par exemple, créer ce qu'on appelle, avec l'apport du ministère de l'Intérieur, le registre des habitants. Parce qu'il y a un problème d'adresse. 30 ou 40%, je dis comme ça, je n'ai pas les statistiques, les adresses sont erronées. On n'arrive pas... donc tout le monde doit mettre la main. Et puis il y a d'autres exemples qui sont très simples et qu'il faudrait aussi travailler. Par exemple, j'étais récemment dans un pays arabe et j'ai vu que... Lequel Koweït. Oui. Et alors, c'est dans leur loi, une fois notifié un dossier, c'est la personne qui est responsable tout le long de la procédure. On n'a plus à lui notifier une deuxième fois. Il n'a qu'à suivre son affaire dans toutes les instances. Comme ça, il est responsabilisé. Ici, lui, il ne se présente pas. C'est son problème. C'est son problème. Alors, je reviens pour le registre des habitants. Si on établit un registre où toutes les adresses sont correctes, on va, dans la loi, on va stipuler que celui qui n'avertit pas de son changement d'adresse, et si on lui notifie dans cette adresse, c'est comme il a été notifié. Donc vous voyez, on cherche des solutions. C'est pas facile, mais on est en train de chercher la meilleure configuration pour éviter ce problème, parce que je pense que 50% des problèmes de la justice pourraient être réglés si on règle le problème de la notification. J'ai une question de Mélium sur Facebook qui nous pose la question, est-ce que les condamnations par contumace existent au Maroc ? Alors, contumace, on le rappelle, condamnation par contumace, c'est un juge peut ordonner une condamnation même en l'absence d'un accusé. Bien sûr, ça existe, bien sûr, je le sais. Oui, mais ça on le sait, oui, parce que on a souvent des gens qui nous appellent et qui reçoivent des... Oui, mais ceci dit, il y a des garanties par la suite. Si la personne réapparaît, il peut toujours faire opposition et on refait le procès. C'est pas un jugement définitif pour... La question par rapport aux notifications que nous avait posé cet auditeur et d'auditeurs qui nous appellent souvent et qui reçoivent des jugements, chez eux, et en leur disant, vous avez été jugé pour telle ou telle chose contre telle personne, alors qu'ils n'ont jamais reçu de notification ni quoi que ce soit avant. Alors là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, on profite des fois de l'absence de notification et ça fait quand même des affaires jugées et les gens reçoivent. On a eu plusieurs cas de cette veine-là. Comment c'est possible alors ? C'est possible dans la mesure où il se peut qu'effectivement la personne ait changé d'adresse. Ça, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est une proposition que j'allais formuler. Donc, notre cher ami donc l'a déjà soulevé. C'est sanctionner la non-déclaration de l'adresse et le non-changement de l'adresse. Il faut qu'il y ait une loi dans ce sens. Tout changement d'adresse doit s'opérer, doit être déclaré. Sinon, c'est l'adresse officielle qui fait foi. Donc, ce qui se passe très souvent, il y a une action en justice, le demandeur assigne donc son adversaire à l'adresse indiquée, à l'adresse officielle, peut-être sur un contrat, sur une carte nationale ou bien... Il y a un jugement qui est rendu en l'absence de la partie concernée. Mais il se peut que lorsque le jugement est rendu, lorsqu'il s'agit par exemple d'une condamnation financière, le demandeur a intérêt à ce que ce jugement soit exécuté, du moins dans un premier temps notifié pour qu'il puisse produire ses effets plus tard. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des investigations qui sont menées. Il y a une personne qui fait appel à des personnes ou bien même des sociétés de recouvrement à l'effet de localiser l'adversaire et le notifier. Ça peut justifier la réception d'un jugement. Par contre, ce qui n'est pas compréhensible, c'est de recevoir le jugement, la notification du jugement à la même adresse que celle à laquelle la personne a été notifiée. Ça, donc, c'est peut-être un vice de notification en cas de besoin. Et ça sent le poney aussi. 10h55, on a Khalid de Casa. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Khalid. Je
vous remercie pour votre émission, très intéressante. Le sujet est très intéressant puisqu'il concerne la réforme de la justice. C'est très très bien, c'est un sujet d'actualité. Mais j'ai quand même des questions vraiment qui restent vraiment floues parce que la réforme de la justice ne concerne pas uniquement réformer à l'intérieur du ministère de la Justice, etc. Mais il faut réformer également et parallèlement toutes les lois qui vont avec. Parce que quand on voit le code de la procédure civile, quand on voit la loi sur les loyers et tout ça, le Maroc reste parmi les derniers pays qui n'a pas réformé cette loi parce que aujourd'hui, quelqu'un qui prend un local, qui loue un local, qui ne paye pas son loyer pendant 1 an, vous lui faites une procédure d'expulsion, la personne ne paye pas et il a le droit d'aller devant la cour d'appel, c'est-à-dire il fait appel, il vous fait traîner pendant 2 ans et 3 ans, il refuse la notification, etc. Bon, en fin de compte, on se retrouve avec quelqu'un qui ne paye pas ses loyers pendant 3 ans et la procédure, elle est tellement compliquée et longue que finalement le propriétaire se trouve lésé. Alors que dans les autres pays, il suffit de ne pas payer 2-3 mois pour que la personne se trouve dehors. C'est-à-dire le jugement est rapide et on n'a pas besoin de faire appel. Parce que l'appel, pourquoi ? Est-ce que cette personne va contester ? Il conteste, il va dire, écoutez, je n'ai pas payé. C'est vraiment flagrant, voyez-vous. Donc moi, je trouve que cette réforme de la justice doit être accompagnée par des réformes vraiment profondes des lois. Et non pas uniquement réformer le parquet, etc., l'indépendance de la justice, mais il faut suivre le reste des lois. Merci beaucoup, Sir Khalid. Alors, merci. Merci à vous, merci pour toutes ces remarques. Il nous reste 2 minutes avant le Flash Info, mais déjà réagissez à ça. Maître Hannibal, vous voulez réagir ensuite? Oui, Sir Khalid, il a touché un point très important, d'ailleurs que j'avais l'intention de soulever, mais je profite de l'occasion. C'est le renforcement du rôle du juge des référés. Parce que l'efficacité de la justice dépend amplement de la célérité du traitement d'un certain nombre de dossiers. Pour les cas, je vais parler... C'est surtout ça, et on en parle souvent. L'ascendant psychologique qu'ont beaucoup de gens dans la justice par rapport aux justiciables, c'est de jouer sur la lenteur. C'est devenu un argument de négociation. Oui. C'est devenu un argument de négociation. Parfaitement. Le tribunal, allez au tribunal, je vais vous... allez, pas à travers des manœuvres dilatoires, vous allez en prendre pour 2 ans et demi de procédure, avec un résultat qui n'est pas garanti, autant accepter le petit chouïa que je vous propose. Pour les cas des recouvrements des loyers ou bien des relations de bail de façon générale, effectivement, le non-paiement de 2 échéances équivaut à expulsion, c'est terminé. Et pourquoi ne pas passer la chose devant le juge des référés ? Pourquoi ne pas renforcer le rôle du juge des référés à travers plusieurs disciplines ? Pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, le champ d'intervention du juge des référés est très limité. Et le juge des référés aujourd'hui, ils sont très, réticents quant au prononcé de leurs décisions. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas empiéter sur les prérogatives du juge de fond. Posez vos questions 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Jusqu'à midi aujourd'hui dans les experts, on parle de justice, alors de la réforme de la justice. On parle plutôt, on va vraiment dans le concret. Dans comment ça se passe au niveau de la justice. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou réagir sur la page Facebook des experts. Avec nous aujourd'hui Abdelrafi Arouihan, directeur des ressources humaines au ministère de la Justice et des Libertés. Si vous cherchez un boulot au ministère de la Justice, allez-y, profitez-en. Il est aussi magistrat, 35 ans de carrière dans la justice. Donc on peut vous dire qu'il s'y connaît. Maître Younes Hannibal, avocat à un seul barreau, celui de Casablanca, et Abdelmoula Herk, notre huissier de justice, qui est là avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez bien fait. On parle de justice. Alors, juste Khalid, pour finir vous voulez réagir par rapport à cet auditeur, par rapport à ce qu'il disait. C'est vrai, il y a des lois qui aujourd'hui sont finalement en contradiction avec des dispositions constitutionnelles, comme est le droit à la propriété. On en parle très souvent dans l'émission. Est-ce que lorsqu'on est dans des lois qui ne garantissent pas finalement la jouissance de son bien dans de bonnes conditions, est-ce qu'il n'y a pas des choses antinomiques ? Une petite précision, une toute petite précision. Le danger réside dans le fait
que le juge puisse privilégier le côté social sur le côté purement juridique et technique. Alors ça, c'est un réflexe chez nous. Alors ça, c'est très important. D'ailleurs, tout à l'heure, durant l'introduction, un élément très important a été signalé, c'est-à-dire le magistrat, le juge, est une personne qui a fait des études, qui appartient à plusieurs couches sociales. Donc, on peut garder un penchant vers une discipline quelconque ou bien un penchant social pour une catégorie quelconque. Pour les décisions, pourquoi? Parce qu'on a été confronté parfois pour je vais vous donner un exemple pratique pour être édifiant dans mes propos. Un contrat à durée déterminée, à l'expiration du contrat, la personne devient occupant sans titre, c'est le juge des référés qui doit prononcer l'expulsion. C'est clair, c'est clair. Net. Eh bien non, monsieur, la justice vous dit, non, monsieur, l'expulsion, c'est le juge de fond qui doit trancher sur l'affaire. Donc le contrat ne sert à rien. Alors moi, je ne comprends pas. Si la personne n'est pas considérée comme étant occupant sans titre au-delà d'un contrat à durée déterminé, clair, précis entre les parties, et en dépit de tout ça, on dit non, vous savez, il y a des familles, on ne peut pas, donc c'est la procédure au fond. Mais le propriétaire, il a aussi une famille. Le propriétaire, à travers ce loyer, il paie aussi des charges. Donc, si on doit prendre le côté social, on ne va jamais terminer. Il suffit d'interpréter la chose juridique, c'est-à-dire le contrat régissant les parties. Bon, pour une fois, je veux contredire un tout petit peu. Allons-y. Parce que ce problème de partialité, d'impartialité plutôt, moi, je ne pense pas que ce côté social joue grand-chose. Ça peut le jouer dans certains cas. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est entre l'équilibre du droit à la propriété et l'équilibre entre le droit d'être jugé sur plusieurs degrés. Parce que quand même, on peut se tromper en première instance. C'est à ça que sert l'appel. C'est la soupape de sécurité. Justement, si on première instance, appel, cassation. Si on vient et on dit non, on ne peut pas faire appel, alors qu'il y a peut-être motif à faire appel. Donc, vous voyez le dilemme de la justice. La chose n'est pas si simple que ça. Je suis tout à fait d'accord. Il faut actualiser les lois. Ils sont trop vieilles. Il faut les dépoussiérer un tout petit peu. Il faut les actualiser par rapport à la situation économique, à la situation sociale, toutes les évolutions. Mais ça aussi, ça doit se faire petit à petit. Parce que nous, on est là, on parle comme ça grandement. Mais quand on commence à essayer de travailler sur l'actualisation des lois, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. C'est tout un équilibre. Donc on ne peut pas se dire, bon voilà, on va... Il y a certains cas où on peut dire, par exemple, jusqu'à 20 000 dirhams, on ne fait pas appel. Parce qu'on considère qu'à 20 000 dirhams, même si la justice se trompe dans un dossier sur 100, c'est pas la fin du monde. Mais dans des cas sociaux comme ça, c'est-à-dire... Pourquoi on va chez le juge principal et non pas chez le référé? Parce qu'on doit vérifier est-ce qu'il y a une relation de loyer. S'il y a une relation de loyer, on peut quand même voir le paiement, la preuve. Moi, je ne dis pas le contraire. Bien sûr, le juge des référés n'a pas les compétences Il ne touche pas le fond de l'affaire. Pas le fond de l'affaire. C'est la loi qui est faite comme ça, pas chez nous seulement. Bon, donc, ce qui est superficiellement décelable. On peut se permettre comme ça d'évacuer le locataire, comme ça se fait dans le système américain ou dans d'autres systèmes. C'est les conditions économiques qui le permettent. Déjà, nous, en expulsant des gens après 2 ans, 3 ans, 4 ans de procès, on a toutes les critiques du monde parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc, moi, je dirais que la justice, elle est impartiale. La situation sociale rentre très, très peu en jeu, mais il faut prendre tous les éléments en considération avant d'avancer telle réforme. Ça, je poserai la question à Si Abdelmoula tout à l'heure pour l'application justement des peines, parce que là aussi, l'exécution. On a Lahsen de Tétouan. Bonjour. Bonjour monsieur, je m'arrête dans 10. Ah, merci. Voilà, j'ai plus besoin de le dire, c'est génial. Alors, Lahsen est en voiture, il va s'arrêter. Et ça me permet de le répéter. Dans les experts, lorsque vous appelez, on vous demande de vous arrêter, même si vous êtes sur kit main libre. C'est bon, vous êtes arrêté, c'est Lahsen ? Ouais. Merci beaucoup. On vous écoute. Bon, j'ai un ami à Tétouan qu'on a attrapé au port de Ceuta, en soi-disant qu'elle était recherchée. Oui. Alors qu'il n'a jamais changé d'adresse et il n'a jamais été notifié. Il a réglé son problème et puis donc on l'a rattrapé une 2e fois, Mohamedi, pour le même problème. Bon, ma question.
Moi, j'ai fait une infraction routière il y a plus que 10 ans. Oui. Et je sais même, là où j'ai eu cette infraction, je sais même donc, à quel tribunal dépend. Et actuellement, je voyais souvent, j'ai peur qu'une fois, donc une fois ou une autre, peut-être une fois, ils vont m'attraper encore à l'aéroport. Je me pose la question, comment je peux faire pour m'assurer que je suis jamais recherché, donc d'un jour à l'autre, je vais avoir un problème. Alors, moi, je vais juste vous poser une question. Votre ami, c'était pourquoi? C'était quoi le problème? C'était donc il avait acheté une moto qu'il a revendue encore, donc la moto là, donc ils se sont rendus compte qu'elle a été volée par une autre personne. Lui, il n'a rien à voir dedans. Donc il a résolu son problème rapidement. D'accord. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont rattrapé une 12e fois parce qu'il n'a pas été ratifié sur la liste de la police. D'accord. Bon. Alors ça, on a souvent cette question de savoir où on est, le droit à l'information, tout simplement. Hein, la dernière fois, j'ai essayé, vous savez, sur la route de Darboisé, il y avait un barrage de policiers. Je me suis arrêté comme ça, et en fait, ils ont comme à la douane, ils sont équipés de PDA, vous savez, qui sont en ligne, et ils tapent votre numéro de carte nationale, et puis ils voient si vous êtes recherché ou pas. Bon, à part faire ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître sa situation juridique? C'est comme ça qu'on va dire ça? Connaître sa situation juridique. Je sais qu'il y a un site, corrigez-moi si je me trompe, il y a un site à travers lequel on peut être informé s'il y a des contraventions. Non, mais entre contravention et être recherché par la police, il y a un monde, quoi. Et être arrêté à la frontière, il y a un monde. Ça, c'est une question d'actualité parce que il y a une dizaine de jours, on a organisé à l'Institut supérieur de la magistrature une journée concernant la récupération de toutes les amendes, parce que c'est à peu près 4,5 milliards de pertes pour l'État. Donc on a discuté et à un certain moment, on a passé en revue ce qui se passe dans d'autres pays. Et il y a beaucoup de pays où on ne peut pas sortir si on n'a pas réglé une amende qui a été faite. Oui, mais le problème, c'est que des fois, on reçoit rien. Non, mais pour le Maroc, ça n'existe pas. C'est-à-dire si j'ai pas réglé une contravention, on peut sortir librement. Il y a. C'est pas une contravention qui fait que. Non, pas du tout. Oui, non, mais pour rassurer les gens, quels sont les faits générateurs qui minimum, qui bloquent à la frontière? C'est pas les faits. C'est une décision. Une décision du parquet. Un mandat d'amener. Donc vous devez être informé normalement. Non. Si vous êtes recherché pour quelque chose et vous voulez pas être informé, on va pas. Vous allez refuser d'être informé, donc vous allez dire moi je peux sortir. Excusez-moi, je vais comme d'habitude dans les experts parler des gens qui ont la mauvaise foi et ceux qui ont la bonne foi. Je suis en train de parler des gens qui sont de bonne foi. Hein, parce que les escrocs, ceux qui font exprès, ça on n'en discute pas, il y a pas de problème. Hein, c'est Abdelmoula. Mais pour les gens de bonne foi qui des fois ne sont pas notifiés, qui sont même pas au courant, c'est là où qui ont peut-être envie. Voilà. C'est la scène se dit, j'ai une contravention il y a 10 ans, peut-être que je vais être bloqué à la frontière. Il y a un exemple classique qui revient très souvent d'ailleurs sur cette émission, celui des chèques impayés. Parce qu'il se peut que la banque rejette un chèque, non pas nécessairement pour absence de provision, parce que la personne considérant avoir émis le chèque dans les règles de l'art, dans les conditions requises par la loi, mais par un problème de signature ou bien par omission. Bon, il se peut que cela pose un problème. Donc la personne n'est pas informée du fait qu'il y a une plainte contre elle. Et puis, s'il y a plainte, c'est pratiquement automatique. Le procureur ordonne ou bien délivre un mandat d'amener contre la personne. Et c'est là où effectivement la personne peut être surprise ou bien peut être étonnée par un blocage aux frontières. On essaye de trouver des solutions à ce problème. D'ailleurs, dans la charte de la réforme, on a fait participer la police judiciaire de toutes sortes. Et maintenant, on travaille aussi sur l'harmonisation des actions entre la justice, le parquet et la police. Il va y avoir une transmission par voie électronique de tout. Mais pour ces cas de blocage aux frontières, ça pose problème. Parce que si je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, parmi les propositions, est-ce qu'il ne serait pas possible, envisageable pour une personne qui voyage en famille, s'il y a un problème de chèque, qu'elle règle le montant du chèque sur place et puis qu'elle fasse son voyage? Oui, certainement. Mais pas nécessairement annuler le voyage, retourner, présenter chez le procureur, c'est un peu simple. Oui, certainement. Mais nous, c'est sur mandat d'amener ou sur fermeture des frontières. Je vous dis, dans les pays de Golfe, c'est l'infraction qui vous interdit de sortir. Vous avez un vol à minuit, vous arrivez,
Non, monsieur, vous partez pas, vous avez une infraction qui n'a pas été payée dans un pays. Simple, clair. Donc, vous revenez, vous perdez votre voyage, vous restez sur place. Non, on n'en est pas arrivé là, mais je suis d'accord. Il faut trouver des solutions à ces cas-là. Mais au moins que les gens soient informés. Voilà, c'est juste la question, informés. Et souvent dans la majorité des cas, des gens à qui ça arrive d'être bloqués à la frontière, ce sont des gens de bonne foi, parce que ceux qui ont fait des bêtises savent très bien qu'ils ne peuvent pas sortir, ou ils essayent de sortir d'une autre manière, mais ils prennent pas l'avion. Il faut pas aussi généraliser. Non, il faudra faire les statistiques, combien de gens à qui ça arrive. Ouais. Ça court pas. C'est pas tous les jours. Ça arrive. Alors, Imen sur Facebook rejoint. C'est par rapport au droit à l'information. Imen qui est très contente qu'on fasse cette émission, qui nous dit qu'elle en a marre des injustices qu'on subit. Elle dit, lors d'un accident, mon dossier traîne depuis 8 mois quelque part au tribunal. Personne ne le retrouve. Personne ne peut me dire où il est et ni quand il va passer au tribunal. Alors voilà, comment savoir où est un dossier, parce qu'il y a des gens qui décident de pas prendre d'avocat, il y a des gens qui décident d'aller suivre ça tout seul. Moi, Maître Hannibal le sait, je lui ai toujours dit, moi j'ai mis les pieds au tribunal une fois, j'y mets plus. Je vais vous occuper de tout ça. Mais pour ça qu'on est là. Oui, bah oui. Mais il y a des gens aussi qui et puis c'est le droit d'un citoyen, des gens qui peuvent ne pas avoir les moyens de suivre, d'avoir un avocat pour des procédures qui peuvent sembler simples. On peut ne pas avoir besoin d'un avocat. Est-ce que dans la modernisation, je vais vous étonner. Oui. La loi sur le relative à la profession d'avocat. Oui. Vous devez être assisté parce que vous pouvez ne pas avoir d'avocat si dans la circonscription concernée il n'y a pas assez d'avocats pour vous défendre. D'accord. Voilà. Donc, ça dépend du cas même. Oui. Mais, en civil. Donc on est obligé. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Ok, parfait. Le lobby des avocats, intraitable. C'est vrai, vous ne le faites jamais. Voilà. Bon, allez. Alors, pour répondre concrètement à ce cas, moi, ça m'étonne un peu parce qu'en principe, on a développé maintenant des systèmes d'accueil. On peut avoir la trace d'un dossier, ça ne peut pas échapper comme ça. La plupart des tribunaux sont informatisés. On a une base de données. Il s'est fait d'y aller avec la date. Aujourd'hui, j'ai un numéro de dossier. Oui, consultable. C'est plus comme avant où les dossiers qui ce qui tarde parfois, c'est la mise à jour. Vous avez une date de décision, ça prend 2-3 jours après, mais c'est pas méchant, c'est pas 20 jours, 30 jours de retard. Oui, pour ce qui est des accidents, il y a deux volets. Il y a le volet pénal. Ça peut être traité en l'espace d'une semaine, 15 jours, mais il y a le dossier d'indemnité civile. C'est un autre procès dans le procès. Et là, il faut des expertises, il faut des notifications. Mais c'est pas le même numéro de dossier. Non, c'est le même. Si on fait la demande, fait la demande avant le jugement pénal, on n'a pas de problème. S'il est jugé, on part devant le civil. Il y a un cheminement. Il y a le dossier. Après le dossier en cas de jugement, donc il y a un dossier de notification, un dossier qui porte un autre numéro. Il y a une traçabilité. Ça commence par le premier numéro de dossier et puis l'historique est suivi en fonction de l'évolution. Alors, c'est le numéro du PV et la date de l'accident. Oui, mais ça dépend. Je généralise. Oui. Avant, on travaillait à petit agenda, on notait le numéro sur l'agenda, on a tout sur une base de données. Donc. Alors, c'est Abdelmoula. Moi, je me tourne vers vous, justement, parce que, on parle de la justice. Imaginons que tout fonctionne très bien. Dans le meilleur, imaginons que dans 50 ans, 60 ans, 100 ans, je sais pas combien de temps, moins que ça. J'espère. Il faut rester optimiste. J'espère pour mes enfants, j'espère pour nos enfants, qu'ils puissent avoir une justice qui fonctionne mieux qu'aujourd'hui. Alors, imaginons qu'on arrive dans un temps qui soit raisonnable pour tout le monde, à la fin d'un dossier sans encombre, avec une justice rendue, que ce soit en faveur ou en défaveur de la personne qui dépose plainte. Et là se pose le problème qui est incontournable et qui le plus difficile. Voilà, le plus difficile. Et si ce problème n'est pas résolu, on se dit que tout ce qui est fait en amont ne sert plus à rien. C'est l'exécution des jugements, l'exécution des peines. Et là, c'est Abdelmoula, vous êtes bien placé pour le savoir. Ouais. On fait appel à vous en amont, avant, pour les notifications, pour constater, mais après. Ça, c'est la phase soft. Oui, ça, c'est la phase soft, c'est la phase gentille. Là, on fait appel à nous avant. Et après. Pendant et après.
Et alors après, là... Donc on est inévitable. Hein. Oui, non mais on a bien compris. Bon, allez, profitez-en, c'est vendredi. Et là, après, l'exécution des jugements, ça c'est ce qui a finalement de plus difficile. Bien sûr, c'est le fruit de tout un travail. Des tribunaux, des cours d'appel, tout le travail qui se fait, des juges, des magistrats, des secrétaires greffiers, tout le corps législatif et judiciaire, pardon. Le fruit, s'il n'est pas très bien préservé et conservé, il servira à quoi? Très bien. Cueilli, surtout. Cueilli, surtout. Il ne servira à rien. Comme l'a si bien dit Sa Majesté Hassan II, il ne suffit pas d'avoir de bons jugements. Alors, ils vont rester sans âme une fois s'ils ne sont pas exécutés. Un jugement, il est fait pour être exécuté. Notifié d'abord et exécuté. Comme ça, le droit de ces Faisal va lui parvenir. Mais alors maintenant, le problème, vous, huissier, vous ne pouvez pas, à vous tout seul, sur les épaules, faire exécuter les jugements. Il y a toutes les autorités qui sont derrière. Alors ça dépend ça dépend des cas. On parlait des expulsions tout à l'heure. On peut parler de mettre la main sur quelqu'un qui a donné un chèque sans provision et qui s'enfuit. J'en ai fait les frais. Ça dépend de la personne contre qui l'exécution est dirigée. Ça, c'est très important. Alors, vous intervenez en tant qu'huissier dans l'exécution des jugements, essentiellement sur quoi? Récupérer de l'argent, de la saisie Pour l'instant, on intervient pour récupérer des sommes d'argent. Et auxiliairement, c'est-à-dire pendant le déroulement de l'audience, des procès, il y a tout ce qu'on appelle les ordonnances, les saisies sur les fonds de commerce, les saisies sur les meubles, les saisies arrêts, les mises en demeure, toutes sortes d'ordonnances que le juge des référés prononce pendant le déroulement du procès, et juste après l'exécution, c'est-à-dire la finalité, c'est-à-dire exécuter le montant prononcé par le jugement. C'est là où la personnalité de l'huissier de justice, son intégrité, son honnêteté, son niveau de persuasion, son engagement, c'est-à-dire qu'il soit engagé, parce que c'est une amana qui a été donnée, posée sur nos épaules, et pas des moindres. C'est un travail, c'est un fruit de tout un tribunal qui a passé des années, avec tout ce qui suit. Donc, alors contrairement, si on n'est pas contrairement à des agents de recouvrement, je vais juste pour que les gens comprennent aussi dans quelles conditions aussi toutes les professions qui sont autour de la justice fonctionnent. Un agent de recouvrement, on peut lui donner une commission sur ce qu'il ramène. Vous, des fois, vous êtes confronté à ramener des sommes auprès de sociétés, de recourir à des sommes qui sont quand même assez énormes. On peut parler de millions et de millions de dirhams. Vous serez payé pareil que vous récupérez 15 millions de dirhams ou 10 dirhams. Enfin, je schématise, je mets... c'est vrai ou pas, non? Avant, pendant la loi 8103 qui régissait la profession, c'était une nisba, c'était une proposition, c'était une proportion, c'était un pourcentage de 1,5%. 1,5% sur les montants récupérés. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont changé leur profession et leur ADA pour venir faire huissier de justice. C'était encourageant, c'était motivant. Et même ça a donné envie à pas mal de secrétaires greffiers qui avaient 20 ans et 25 ans de service à changer leur ADA, leur profession pour venir intégrer cette profession qui était vraiment attirante et attractive. Il y a 3 ou 4 années, ça a été changé. Il y avait un décret qui a modifié la commission des huissiers de justice et qui a malheureusement plafonné les revenus des huissiers de justice, n'importe quel soit le montant exécuté, la somme, à 4 000 dirhams. Ça varie entre 800 dirhams et 4 000. C'est pas du tout motivant. Sachant bien que l'huissier de justice, maintenant est devenu une entreprise qui engage des secrétaires greffiers, des clercs d'huissier de justice, des assistants. On reviendra là-dessus. Posez vos questions. 0522 95 36 80 ou par SMS 50 52 6 dirhams TTC. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui.
Jusqu'à midi aujourd'hui, dernière partie des experts. On parle de la justice, on passe dans les coulisses de la justice. On parle aussi des nécessaires réformes de la justice en détail avec Abdelrafi Alouhen, magistrat et directeur des ressources humaines au ministère de la Justice et des Libertés. Et Abdelmoulem Harak, huissier de justice, maître Younes Hanibar, a dû partir. Oui, parce que les avocats, ça parle à la radio, mais ça doit aussi bosser. Donc, il a dû y aller pour quelque chose d'urgent à faire. Alors, au niveau, on parlait tout à l'heure donc de l'exécution des jugements. Vous êtes confronté à ça, à ce souci dans la réforme. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu de voir à partir du moment où on a réussi à rendre une justice, à fluidifier un peu tout le processus, il y a cette étape qui est incontournable? Oui, on est confronté à ce problème sur deux volets. Il y a le volet civil, et comme il l'a bien dit notre cher huissier, tant qu'on n'a pas exécuté, le jugement n'a pas de valeur. Ça sert à quoi d'attendre et puis ça décrédibilise tout le système. Oui, exactement. Mais là, c'est pas seulement un problème juridique. C'est vrai qu'il y a un problème de procédure, de notification et tout, mais il y a un problème culturel. On n'accepte pas les jugements. On ne veut pas payer ce qu'on doit payer, même si le jugement est devenu final. Donc on essaie de se dérober par tous les moyens. Je ne déculpabilise pas la justice ni le système, mais il faut quand même voir cette dimension. Vous arrivez chez quelqu'un avec un jugement qui l'oblige à payer 10 000 dirhams, 15 000 dirhams, il va essayer par tous les moyens de ne pas les payer. Parce qu'il sait que le système lui permet aussi de se faufiler s'il le veut. On peut faire le parallèle sur tout, on peut faire le parallèle sur les impôts, on peut faire le parallèle sur la CNSS, on peut faire le parallèle sur beaucoup de choses. Certainement, non, mais j'ai bien dit que moi je ne dis pas que la justice et la procédure et tous les intervenants dans le système ne sont pas impliqués, mais juste voulais mettre en exergue qu'il y a aussi une dimension culturelle qui est très importante. Alors là, on parle surtout du civil, mais alors le pénal. D'un point de vue pénal, lorsqu'il y a des peines privatives de liberté et que est-ce que on a vu beaucoup de reportages en France où même au niveau de la France, au niveau de l'exécution des peines, il y a des problèmes. Ils en parlent très souvent et ça frustre énormément les magistrats, la police, parce qu'ils se disent il y a des gens qui sont jugés, qui doivent aller en prison et ça arrive des fois que des gens attendent même 2 ans avant qu'on vienne les chercher et qu'ils aillent en prison. Ça arrive chez nous ou pas? C'est le même souci. Ça peut arriver, mais pas avec. C'est pas un grand pourcentage. Mais en ce qui concerne surtout, comme j'ai dit, les amendes, il y a un déficit de 4,5 milliards. C'est pas rien, oui. Et ça, c'est une partie de la caisse de compensation. Oui, et ça, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et la responsabilité... Ah oui, mais vous êtes impliqué là-dedans, vous savez très bien, vous connaissez la problématique du prix et tout. Mais c'est la justice et ce sont les greffiers du ministère qui sont en charge de récupérer ces amendes. Alors, je vous ai dit, on a dédié une journée entière, il y a une semaine, avec la présence de Monsieur le ministre et tous les responsables des juridictions du centre, pour essayer de trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que cet argent rentre dans les caisses de l'État, parce que, pas seulement il va renflouer les caisses de l'État, mais aussi parce qu'une bonne partie de cet argent est faite pour indemniser les greffiers, pour augmenter un peu leur salaire. Donc, vous voyez... il faut prendre le taureau par les cornes et essayer de trouver une solution. Il y a eu beaucoup de propositions dans cette journée. Ils sont en train d'être passés au tamis pour voir quels sont les meilleurs qui peuvent vraiment que l'on mette fin à ce problème d'exécution. Et il y a bien sûr la solution des huissiers qui peuvent participer moyennant un pourcentage et tout ça. Alors, on a une question par rapport à la détention préventive. Est-ce que l'abus de détention préventive n'est pas anticonstitutionnel? Aujourd'hui, comment ça se passe? Parce qu'on parle de détention préventive, on a beaucoup de gens, qui sont en prison, alors qu'ils n'ont pas été encore jugés, que peut-être ils vont être jugés innocents. Là, est-ce qu'on n'est pas sur un gros problème
qu'on a chez nous au Maroc, où on en a souvent parlé dans cette émission, parce que on n'est pas encore dans une société qui est totalement structurée. Donc, vous savez que les certificats médicaux de complaisance peuvent envoyer des gens en prison à l'issue d'un accident, tout simplement. Il suffit qu'un médecin vous donne un certificat médical de temps de jours, et puis vous pouvez vous retrouver en prison, peut-être en préventif, j'en sais rien. Bref, et il y a des gens qui peuvent rester 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Alors, jusqu'à combien de temps on peut rester en prison sans avoir été jugé? Et la question que j'ai sur Facebook, est-ce que c'est pas anticonstitutionnel? Non, c'est pas anticonstitutionnel. Il y a des règles pour les gens qui sont en détention sur un ordre de juge d'instruction. Il y a des périodes où l'arrêté de mise en prison doit être renouvelé. C'est quoi? Alors, par exemple, c'est 4 mois. On n'est pas en garde à vue, c'est pas la garde à vue, ça. Non, c'est la détention. C'est la détention. Donc, si on ne renouvelle pas la décision que la personne continue d'être en prison, il va sortir automatiquement. On n'a pas besoin. Donc, il y a quand même. Alors, c'est un maximum de combien? Je vous ai cité juste un exemple, mais pour les affaires pénales qui sont devant le juge, il n'y a pas de période. Ah, il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. Le juge d'instruction, c'est une affaire, mais quand on est devant un juge qui va décider est-ce qu'on est coupable ou non, à ce moment-là, c'est la procédure. Ça dépend de la gravité. La personne peut demander d'être mise en liberté provisoire. Il y a tout un arsenal juridique pour éviter ça. Mais je ne vous cache pas. Est-ce qu'on a les garde-fous nécessaires, justement, dans notre pays pour garantir, on va dire, que cette détention préventive soit vraiment utilisée à bon escient? Maintenant, il y a quelque chose de très nouveau qui a été apporté par la Constitution, c'est qu'on peut attaquer la justice pour indemnisation en cas de... Oui, mais après, le mal est fait. Hein. Mais ça va faire... Non, mais quand même, ça a un effet psychologique. Maintenant, on va comprendre quand il va y avoir plusieurs jugements, des dizaines, des centaines de jugements que l'État va devoir indemniser parce qu'on n'a pas respecté, on n'a pas fait le nécessaire pour éviter la détention préventive. À ce moment-là, moi je reçois beaucoup de procès contre le ministère à cause de ça. Ça commence à venir. Il y a un principe de base de la justice, je ne sais pas si c'est le nôtre chez nous, je n'ai pas l'impression qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Écoutez, c'est le principe de base de la justice, non? Exactement. C'est sûr et certain qu'au ministère de la Justice, on est très conscient de ce problème et on essaye de le résoudre par tous les moyens, notamment par le nouveau code du procédure pénal qui est maintenant en draft, qui vient de sortir, qu'on vient de présenter au public pour qu'il soit discuté par tous les acteurs. Nous espérons beaucoup que ça apporte des solutions pour ce problème parce que personne ne peut être d'accord, soit au ministère, soit en dehors du ministère, que des personnes soient détenues pendant 1 an et demi, 2 ans, et après, ils sont acquittés. Donc, on va exécuter contre le jugement, contre le ministère de la Justice. Pas de problème. On exécute directement. On n'a pas besoin de huissier. Hein. On a Nasreddin de Casa. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Nasreddin. Oui, c'est dit. Je viens de recevoir un jugement sans préavis. D'accord. Alors, est-ce que j'ai le droit de protester ou non? Alors, parce que j'ai une litige avec une banque qui ne veut pas comprendre ma position. Mais un jour, j'ai trouvé un jugement devant moi. Alors, c'est quel type de jugement? Alors, c'est quel type de jugement? Un jugement pour le paiement obligatoire alors d'une somme qu'ils ont tort. C'est tout. Alors, est-ce que... Ça concerne la fermeture d'un compte qu'ils n'ont pas fermé et que les agents s'accumulent jusqu'à un montant de 8 000 dirhams ou 7 000 dirhams comme ça. D'accord. Alors vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous n'avez pas été notifié ni convoqué à un tribunal, c'est ça? Pour l'affaire. Nasreddin, vous m'écoutez? Nasreddin, s'il vous plaît. Avec un jugement. Nasreddin, s'il vous plaît, écoutez-moi. Répondez à ma question. Vous n'avez pas été notifié à aucun moment vous n'avez pas reçu de convocation ni quoi que ce soit. D'accord. Merci beaucoup aussi, Nasreddin. Alors, voilà, bon, on a le cas dont on a parlé tout à l'heure. On n'a pas toutes les informations pour dire exactement ce qu'il faut dire à propos de ce problème, mais certainement, il s'agit d'un jugement au référé. Et il y a certains jugements au référé où on n'est pas obligé de notifier.
Parce on que n'est la pas dette, convoqué. non, on n'est pas convoqué parce que la dette, il est là, il est reconnu. Et il est justifié. Il est justifié, c'est-à-dire, moi, j'ai un billet de commerce Un effet de commerce sur lequel je reconnais un billet à or signé. donc je le présente au juge. Justement, c'est ça, parce que si on veut que la justice soit efficace, qu'il y a la célérité, comme il l'a dit notre avocat tout à l'heure. On dit un an, moi, pour le loyer. Mais le problème, c'est qu'elle est souvent efficace pour les grands établissements, mais pas pour le citoyen ordinaire. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut. Pour le loyer, on dit non, il ne doit pas être notifié, il ne doit pas avoir droit à l'appel, on doit exécuter sur le champ. Et là, on dit un an, même quand il s'agit de billets de commerce qui sont probatoires, où il n'y a pas de doute. On doit le notifier, voilà, c'est ça. Mais ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que ça soit pour les agios. Alors là, les agios, en principe... ce sont des banques... je ne sais pas, je ne peux pas... Ça, on traite ça tous les jeudis, et on voit aussi que les gens laissent beaucoup traîner les choses si on ne va pas négocier avec la banque. Mais là, Nasreddine nous disait qu'il contestait, mais après, est-ce qu'il a contesté dans la forme de la manière avec laquelle il fallait, avec lettre accusée de réception, etc., avec toute la forme qu'il fallait? C'est souvent ça qui blesse. Alors, il nous reste 10 petites minutes. Oui, c'est Abdelmoula. Non, je précise, il doit s'agir d'une injonction de paiement. Oui, que les banques n'ont pas le temps à perdre, à attendre des procès normaux, donc ils passent au référé, tout en détenant des justifs, des billets à ordre signés. Alors là, dans ce cas-là, la question de Nasreddine, c'est est-ce qu'il peut se défendre là? Imaginons que sur le fond, il ait des pièces à apporter pour se défendre là-dessus. Il reçoit cette injonction de payer, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse vis-à-vis de la justice? Il peut faire appel. Il fait appel. Oui, même si c'est passé en référé, on fait appel. Oui, il y a le juge de référé aussi. Au niveau de la... Pour les référés, c'est plutôt l'appel. L'opposition, c'est pour les autres juges. Je parle à l'opposition à l'exécution. Ah oui, d'accord. Il s'oppose à l'exécution. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne s'exécute pas devant l'huissier de justice, une fois devant lui. Mais il a un délai. Il produit. Et justement, on est devant référé, donc la durée, elle est très très limitée. On ne va pas lui donner un mois pour faire ça. Il doit faire ça dans les 15 jours qui suivent. Dans les 15 jours. Alors voilà, Nasreddine, si vous voulez faire affaire, vous pouvez faire appel, mais dans les 15 jours, si vous venez de recevoir ce jugement qui, comme nous l'ont dit nos experts, doit être le résultat d'un jugement en référé, une injonction de payer, mais vous avez le droit de contester, bien sûr. Alors, on est, comme je disais, il nous reste 8 petites minutes et j'ai eu plusieurs questions. Je voulais les laisser pour la fin. Vous savez de quoi je vais parler? Bah oui, c'est Rachwa, c'est la corruption, parce que c'est vrai que c'est un point central. C'est marqué là, moralisation du système judiciaire. C'est le 4e point que je vois dans la charte de réforme du système judiciaire. Alors. Bon, c'est un gros morceau, la corruption. On a fait plusieurs émissions sur la corruption avec plusieurs instances, plusieurs organisations, etc. Mais la justice reste quand même, avec la police, les départements ou les compartiments sur lesquels il y a le plus d'attentes. Et c'est normal parce que c'est les compartiments qui peuvent être générateurs de privation de liberté. C'est pas rien. Je ne dis pas que l'autre corruption n'est pas grave. La corruption ordinaire de tous les jours, quand on va chercher un papier. Il faut qu'elle cesse, mais elle a moins d'impact que au niveau de la justice. S'il y en a, on parlait des certificats médicaux, mais ça peut être plus grave que ça. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un gros morceau, c'est très difficile. Même le chef du gouvernement a montré les limites qu'on avait à pouvoir lutter contre la corruption. À l'intérieur, vous qui êtes à l'intérieur, vous savez, il y a plusieurs. Vous gérez ces gens-là. Ma première question est toute simple. Est-ce que le fait d'augmenter les salaires qui sont, on l'a vu, on a plusieurs fois vu les niveaux de salaire des juges et des gens qui travaillent dans les tribunaux qui sont bas, on va le dire comme ça. Vous arrêtez si je me trompe, mais je pense qu'un juge à une certaine échelle va toucher au mieux 31 000, 32 000 ou 33 000 dirhams. Oui, c'est le plafond. C'est plafond. Est-ce que vous considérez que c'est assez aujourd'hui dans une société comme la nôtre? Est-ce que vous pensez que la simple augmentation des salaires peut régler le problème de la corruption au niveau de la justice? Malheureusement, non. Parce que le problème de la corruption, il est plus complexe qu'une question de salaire. C'est aussi un problème culturel qu'on traîne avec nous depuis notre enfance. On grandit avec ça, malheureusement. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, l'augmentation du salaire peut aider. Parce qu'il y a eu quand même une augmentation de salaire des magistrats assez notable il y a 6 mois.
je dis assez notable par rapport au niveau de vie, par rapport au salaire au Maroc. Ça peut paraître dérisoire si on fait la comparaison avec d'autres pays. Mais maintenant, un magistrat, à la sortie, va vaciller entre, j'espère que je ne dis pas de bêtises, entre 9 000 et 12 000 dirhams, alors qu'il était à 5 000 dirhams ou à 5 200. Donc, on a augmenté. C'est quand même incroyable quand on entend ces niveaux de salaire. Pour des gens qui sont censés rendre la justice, qui sont censés aussi traiter parfois des jugements commerciaux qui concernent des dizaines ou des centaines de millions de dirhams, on se rend compte que la tentation peut être énorme. Ah ben certainement, la tentation, il est partout, oui. De toutes les manières. Même si on augmente à 40 000, à 50 000, à 60 000, la tentation, elle est là. Oui, mais vous aurez peut-être plus de levier et moins de pitié à sanctionner aussi. On a moins de pitié maintenant. Non, il faut pas. On n'attend pas d'augmenter les salaires pour être intransigeant. On est intransigeant, comme je vous disais tout à l'heure. Le Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné un certain nombre de magistrats, avec des sanctions parfois allant à la mise en fin de la carrière carrément. Rayés. Maintenant, on parle, on divulgue ces résultats, ils ne sont plus cachés. Mais il ne faut pas se mentir, ce problème doit être traité sur plusieurs niveaux. Et le niveau le plus important, c'est le niveau de la formation. Maintenant, on va passer de la formation des magistrats de 2 ans à 3 ans. Et on doit changer le système de formation. Parce que le système de formation ne doit plus travailler que sur les connaissances, et le système que sur les techniques, exact. Mais travailler sur les valeurs, sur le comportemental. Ça, c'est très, très important. Et quand je dis formation, ça ne se passe pas seulement au niveau de l'Institut supérieur de la magistrature, mais dans les juridictions. Ce que je peux dire, parce qu'on peut parler de ce sujet pendant des heures et des heures, il y a une volonté ferme pour mettre fin à ce fléau, au moins pour le réduire, parce que tout le monde est conscient que c'est pas seulement l'image de la magistrature, c'est l'image du pays, c'est les investissements, c'est les citoyens, c'est la société démocratique qui est mise en jeu, donc on ne peut pas s'amuser. Mais il n'y a pas une vraie réflexion, au-delà de la formation, est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion, on en parle souvent aussi avec les notaires, avec toutes ces professions qui demandent probité morale, vraiment, je prends l'exemple de l'Angleterre, c'est ce que je prends tout le temps. Bon, ça a bien changé depuis, mais au début du siècle, pas celui-là, mais du siècle dernier et même avant, les juges étaient sélectionnés non pas nécessairement en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leur statut, en fonction de leur situation sociale. C'était des gens qui finalement ne devaient pas être susceptibles d'être tentés. Bon, j'aime pas ce mot-là, mais on va mais en gros, qui déjà avaient une assise financière, qui étaient des gens qui n'avaient pas besoin d'être tentés ou pour être soudoyés, fallait y aller, quoi. Fallait que ça soit vraiment les gros dossiers. C'était pas la justice ordinaire. Non, mais écoutez, il y a même... Il n'y a pas une réflexion là-dessus? Non, il y a une réflexion, mais c'est une réflexion quand même qui doit prendre en considération la démocratisation de la vie publique. On ne va pas se dire c'est limité aux gens qui ont 1 milliard en compte pour qu'ils puissent... Non, c'est autre chose. Comme je vous ai dit, je suis fan d'Atlantique. Essayez de retrouver quelque chose que vous avez diffusé il y a de ça 3-4 ans sur la problématique de la justice et l'évolution de la justice. Et on est revenu jusqu'à le modèle de la justice qui existait avant. Oui. C'était très intéressant parce qu'il nous donne beaucoup d'éléments pour comprendre comment ça se passe maintenant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être riche pour être honnête. Actuellement, dans la magistrature, il y a... Ça aide. Moi, je peux en citer. La plupart des magistrats sont des gens propres, honnêtes. Partout, il y a des brebis galeuses, ça, vous le savez très bien. Il y a parfois... je peux le dire les yeux dans les yeux. Il y a parfois une amplification du problème de la corruption au niveau de la justice. D'ailleurs, la perception de l'intégrité de la justice a évolué dans le bon sens. Il y a 2 ans, le taux de gens qui ne croyaient pas dans la justice marocaine en tant que justice intègre a maintenant diminué. Les gens pensent plus que maintenant ça change. Je ne dis pas que c'est à 100% nickel, mais c'est quelque chose qui évolue parce qu'il y a de la volonté politique. Je ne fais pas de la politique, je fais ce que je vois sur le terrain. Alors, j'ai une question sur Facebook et qui revient souvent. On a plus 1 minute pour
y répondre. Et vous savez que le lundi, dans les experts, on parle souvent de droit du travail, de vie professionnelle, et on a souvent des remarques par rapport à on pose la question à Cirque Sewar. On dit la justice dans les cas de conflit entre employeurs et employés, la justice rend, ça c'est les employeurs qui le disent, hein, rend tout le temps la justice en faveur des employés. Est-ce que ça, vous qui êtes magistrat, vous qui êtes est-ce que c'est une idée reçue ou dans les faits, dans le rendement des jugements, c'est une réalité? Sincèrement, ma réponse va être approximative parce que je suis pas spécialiste de ce genre de. Bah mais vous écoutez. C'est vrai, on a entendu ça et tout ça, mais on a changé le code du travail dernièrement et je crois qu'il y a un équilibre entre les deux parties parce que là, quand même, on est dans le social et c'est très difficile de trancher. Dans un sens que l'autre, on essaie d'appliquer la loi. Voilà, c'est bon. Si les gens pensent comme ça, c'est ici qu'il va falloir travailler. Merci beaucoup. C'était les experts. Merci Abdelmoula. Merci. Écoutez, j'espère que vous reviendrez sur le plateau, Monsieur Rouehan Abdelrafia. Je rappelle que vous êtes magistrat, directeur des ressources humaines au sein du ministère de la liberté, justice et des libertés.